Parce que ça montre mon amour pour le pays. Je mets des photos de présidents inédites, des photos qui n'étaient pas largement utilisées, de grands hommes. Dans ce cas des hommes, mais de grands hommes avec de grandes réalisations. Et vous êtes attentif à chaque détail, semble-t-il. C'est votre bureau. Je suis une personne très détaillée. Je suis une personne très propre. J'aime la propreté. J'aime voir cet espace être traité. J'ai beaucoup contribué à l'embellissement. En termes de modernisation, c'est une galerie de présidents. C'est vraiment le cas. C'est le cas. Et c'est un honneur de vous avoir avec nous. MS, merci de faire cela. Merci beaucoup. Ici, dans le bureau ovale, c'est le spécial 100 jours dans votre deuxième mandat. Alors, quelle est la seule chose, juste une chose, que vous pensez être la chose la plus significative que vous ayez faite jusqu'à présent en ces 100 jours? Je pense que probablement la frontière est la plus significative parce que notre pays allait vraiment mal. Il laissait entrer des gens des prisons et vous avez entendu beaucoup de gens le dire. Prison, institution mentale, membres de gangs, meurtriers. Nous avions de nombreux meurtriers, 11 888, pense-t-il. Certains ont tué plus d'une personne. Donc, des meurtriers entraient, tout le monde entrait, pas seulement d'Amérique du Sud, ils vidaient leurs prisons dans notre pays. Maintenant, c'est totalement fermé. Et vous avez vu, juste hier, ils ont annoncé 98,9%. Personne ne pensait que cela pourrait arriver. Et c'est arrivé rapidement, très rapidement. Et je pense que c'est très significatif. Mais nous faisons d'autres choses qui sont très significatives. Les résultats prendront un peu plus de temps parce que c'est l'un de ceux-là. Vous savez, c'est compliqué. C'est de nombreuses années d'abus commerciaux. Nous avons été abusés par d'autres pays pendant des années. Ils se moquaient de nous. Ils pensaient que nous étions stupides. Nous sommes en train de le réparer. Je pense que cela va être très, très important. Mais avez du chemin à parcourir. Oui, je dirais vraiment que la frontière est tellement importante et nous y arriverons. L'immigration, énorme, et nous allons y arriver. Mais je veux commencer par l'économie, le problème numéro 1 pour tant de gens, pour presque tout le monde. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes de retour dans ce bureau. Et maintenant, nous avons cette guerre commerciale avec la Chine que Moody's et d'autres analystes disent qu'elle va coûter des milliers de dollars de plus par an aux familles américaines. Et il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Les gens sont inquiets. Même certaines personnes qui ont voté pour vous disent « je n'ai pas signé pour ça ». Alors, comment répondez-vous à ces préoccupations? Eh bien, en fait, ils ont signé pour ça. Et c'est sur cela que j'ai fait campagne. J'ai dit que nous avons été abusés par d'autres pays à des niveaux que personne n'a jamais vus auparavant. Nous perdions de 3 à 5 milliards de dollars par jour sur le commerce. Nous perdions de 1,5 à 2 trillions de dollars par an. Ce n'était pas soutenable. Ils profitaient de nous comme jamais auparavant. J'aurais pu laisser les choses ainsi et à un moment donné, il y aurait eu une implosion comme personne n'a jamais vu. Mais j'ai dit non, nous devons le réparer. Je voulais faire ça depuis des années. Vous savez, j'avais la meilleure économie pendant mon premier mandat. Nous avions une économie formidable et nous avons imposé de nombreux tarifs. Nous avons perçu beaucoup d'argent grâce aux tarifs, en particulier de la Chine, des centaines de milliards de dollars en tarifs. Nous n'avions pas d'inflation. Nous avions une économie forte. Nous avons été crédités pour une grande économie. Nous devons régler cela, sinon ce n'est tout simplement pas viable. L'une des choses sur lesquelles vous vous êtes engagé était que vous aviez dit que vous feriez baisser les prix immédiatement. Les faits. La plupart des économistes vous diront que les tarifs augmentent les prix. Donc vos tarifs ne vont-ils pas à l'encontre de cette promesse que vous avez faite de faire baisser les prix? Non, parce que j'avais des tarifs sur la Chine, si vous vous souvenez, lors de mon premier mandat. Et nous n'avions pas d'inflation, 1% d'inflation. Et puis, quand Biden a pris le relais, cela a explosé et est probablement devenu la pire inflation que nous ayons jamais eue. On a eu un cauchemar inflationniste. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe maintenant, nous ne sommes là que depuis 100 jours. Et en 100 jours, nous avons pris le relais. Nous avons eu une mauvaise inflation pendant 4 ans, pendant 2 ans, surtout 2 ans de son administration, je dirais un record, comme nous n'avons jamais vu. Ils disent 48 ans, le pire en 48 ans. Je dis que c'est bien pire que ça. Exactement. Donc, maintenant, si vous regardez ce qui s'est passé, l'énergie est en baisse. L'essence a atteint 1,98 dans quelques États au cours des derniers jours.
C'était 3,50 $, 4 $ et 4,50 $. Mais l'essence est bien en baisse. Quand j'ai pris le relais, problème des œufs. œufs. Je n'ai pas causé ce problème. Quel est le problème des œufs? Et ils ont doublé. Les œufs ont baissé de 87% depuis que je suis intervenu. La grippe aviaire. Et il y avait plein d'œufs pour Pâques que nous venons de passer. Il y avait plein d'œufs pour Pâques. Il disait, vous n'aurez pas assez d'œufs pour Pâques. Nous terminons notre deuxième. Mon secrétaire a fait un travail fantastique. Pour les œufs, les courses sont en baisse, les taux d'intérêt sont stables, devraient baisser. Mais nous avons une réserve fédérale têtue. Ils sont malins. Nous y arriverons. Quelques-uns d'entre vous ont dit quelque chose il y a quelques semaines qui m'a frappé. Vous avez dit concernant les tarifs que les économistes disent qu'ils vont augmenter les prix. Vous avez dit, tenez bon, pas facile. Avez-vous dit cela aux Américains? Je leur ai donné des moments difficiles. J'ai dit que c'était pendant une campagne. Nous voulons faire campagne par beaucoup. Nous voulons 7 États pivots. Nous avons remporté le vote populaire largement. J'ai dit toutes ces choses pendant ma campagne. J'ai dit, vous allez avoir une période de transition. Nous avons été exploités par tous les pays du monde entier. Ils se moquent de nous. Ils pensaient que nous étions des gens stupides et nous l'étions. J'ai dit, cela ne va pas arriver. Mais des temps difficiles, temps durs à venir? Je pense que de grands moments arrivent. Depuis mon arrivée, l'essence a baissé, les courses ont baissé, les prix des œufs ont baissé, beaucoup de choses ont baissé, tout. Vous savez, vous n'avez pas la baisse du carburant, de l'énergie et du pétrole comme nous l'avons eu. Je l'ai pris de peut-être 3,20 $, peut-être plus que ça, jusqu'à un chiffre beaucoup plus bas. Quand vous avez ce genre de baisse, vous n'allez pas avoir d'inflation. Pas maintenant, mais ce sont les tarifs, n'est-ce pas? Nous avons des tarifs de 145% sur la Chine. Le Trésor dit que nous avons un embargo sur la Chine. Dites que quelque chose va se passer. D'accord? Le business. Je veux vous poser une question. Je connais le business. Et donc des tarifs de 145% sur la Chine, et c'est essentiellement un embargo. Il le mérite. Cela augmentera les prix de tout, des électroniques, aux vêtements, à la construction de maisons. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si la Chine va les absorber ou non. La Chine va probablement absorber ces tarifs. Mais à 145, ils ne peuvent pratiquement pas faire beaucoup de commerce avec les États-Unis. Et ils nous faisaient $1 trillion par an. Ils nous arnaquaient comme personne ne nous a jamais arnaqués. Et on a d'autres pays qui étaient tout aussi mauvais. Si vous regardez l'Union européenne, terrible ce qu'ils nous ont fait. Chaque pays, presque chaque pays dans le monde nous arnaquait. Ils ne le font plus maintenant. Je veux vous pensiez au boom du pays avec les petites entreprises, les boutiques Etsy, les entreprises familles. Ils n'ont pas eu de boom à cause de l'inflation. Le boom était un boom inflationniste. Les gens ont été anéantis par l'inflation. Vous lisez les nouvelles, vous faites des affaires. Ils font face. Nombreux ont construit ces entreprises, commercialement. Oui, ils gagnent plus. Ils ont sourcé leurs produits à l'étranger et maintenant, ils font face à un événement d'extinction. J'ai été ici. C'est un désastre pour eux. Je suis ici depuis 3 mois. J'ai réduit un déficit commercial à un chiffre qui commence vraiment à devenir très bon. Je viens d'arriver. Nous avions un pays qui n'était pas durable. Ce que Biden a fait à ce pays, entre les frontières ouvertes où les criminels ont afflué dans notre pays, entre chaque pays du monde qui nous arnaquait sur le commerce, ce n'était pas durable. Alors, votre message à ces petites entreprises qui disent « Nous ne pouvons pas vivre 1 mois, 2 mois avec ces tarifs », Apple a obtenu un gros accord. Y a-t-il quelque chose pour elles? Non, pas seulement Apple. Nous avons entre 7 et 8 trillions de dollars investis dans notre pays en 2 mois. Biden n'avait pas cela en 1 an. Je veux dire, si vous regardez Biden, personne n'investissait vraiment dans ce pays. Tout le monde pillait notre pays. Apple investit 500 milliards de dollars, mais ce n'est qu'une des nombreuses entreprises. Les entreprises affluent dans notre pays. Donc, votre réponse à l'inquiétude sur les tarifs est que tout ira bien? Tout ira très bien. Ça n'aurait pas été le cas si je n'avais pas fait cela. J'avais un choix. Je pouvais laisser faire, passer un moment tranquille, mais je pense qu'en fin de compte, vous auriez eu une implosion. Notre pays avait de l'inflation. C'était pire qu'il ne l'avait jamais eu auparavant. Vous ne le mentionnez pas. Pourquoi ne le mentionnez-vous pas? Nous avons eu la pire inflation dans l'histoire de notre pays. 48 ans. Dans l'histoire de notre pays, nous avons eu la pire inflation. Les gens mouraient à cause de l'inflation. Vous le savez. Maintenant, les prix des courses baissent. Les prix de l'énergie baissent. L'essence baisse. Tout
va dans la bonne direction. D'accord. Passons à l'immigration. À venir, c'est un fait indéniable que les passages illégaux à la frontière sud ont certainement diminué de façon spectaculaire. Mais il y a des questions sur vos méthodes. Le président Trump, en effet, les 100 premiers jours continuent. D'accord. Passons à l'immigration. Et comme vous l'avez dit, c'est un fait indéniable que les passages illégaux à la frontière sud ont chuté, de manière spectaculaire. Mais il y a des questions sur vos méthodes. Et donc, je veux vous interroger sur vos méthodes, comment vous y parvenez. Reconnaissez-vous que, selon notre loi, chaque personne qui est expulsée a d'abord droit à une audience pour présenter son cas? Eh bien, parlons-nous de personnes qui sont des citoyens de notre pays ou non? Non, vous n'expulsez. Ont-ils eu des audiences lorsque Biden a permis à 20 millions de personnes d'entrer dans notre pays? Vous aviez 21 millions de personnes qui sont entrées dans notre pays à travers une frontière ouverte. Et c'était des prisonniers, et c'était des personnes que vous ne voulez pas, dans de nombreux cas, dans notre pays. Ils sont venus de partout dans le monde. Ils sont venus du Congo, ils sont venus du Sud, ils sont venus de partout dans le monde. Nous parlons de certains des pays les plus dangereux du monde. Ils avaient ici incluant des terroristes maintenant, mais la loi leur donne une audience quand ils sont arrivés. Eh bien, la loi exige que chaque personne qui va être expulsée ait d'abord une audience. Eh bien, je devrais demander aux avocats à ce sujet. Avec 21 millions de personnes et expulser les criminels, nous allons devoir agir rapidement. Pensez-vous que nous pouvons organiser 21 millions de procès? Disons que chaque procès prend 2 semaines. Est-ce que c'est ce que vous voulez que nous fassions? La loi est la loi, la loi est la loi. La loi ne dit rien sur les procès? Non pas procès. Ces gens sont venus. Ils ne sont pas citoyens, entrés dans notre pays, illégalement. Nous devons expulser. Processus légal. Ils ne peuvent pas être sûrs. Et nous suivons le processus légal. Je ne peux pas avoir un procès, un grand procès. Chaque personne qui est entrée illégalement, nous avons des milliers de meurtriers qui sont entrés. Ils vont tuer. Ils ont déjà tué dans notre pays. Nous devons les expulser rapidement. Vraiment des mauvais gars. Ici, même les mauvais gars ont droit à une procédure régulière. Si des gens entrent illégalement dans notre pays, il y a une norme différente. Ils sont illégaux. Ils ont un processus où on doit les expulser. Oui. Parlons des Vénézuéliens. Ils obtiennent ce que disent cet avocat. D'accord. Très bien, parlons des Vénézuéliens. Vous avez expulsé plus de 200 Vénézuéliens vers cette prison au Salvador. Vous dites qu'ils sont violents membres de gangs terroristes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout de casier judiciaire. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Je veux vous en lire quelques-uns. Excusez-moi. Quand vous regardez ces gens, c'était des personnes violentes. C'était des personnes violentes. Beaucoup n'ont pas casier judiciaire. Je ne sais pas. C'est ce que vous dites. On s'est basé sur leur avocat, ce que leur avocat a dit. D'accord. Joe Rogan a dit. Joe Rogan, un podcasteur majeur, partisan de Trump. Il a dit, je cite, « Rassembler des gangsters et les expédier au Salvador sans procédure régulière. » Il a dit que c'était dangereux. Nous devons faire attention à ne pas devenir des monstres en combattant des monstres. Joe Rogan Wright. Oh, je suis d'accord avec ça à 100%. Oui, nous voulons être prudents et nous sommes prudents. Nous faisons quelque chose qui doit être fait. Nous avons un pays qui est très malade. Joe Biden, et ce n'est pas lui parce que je ne pense même pas qu'il savait ce qui se passait, mais les gens autour de lui sont des personnes vicieuses. Et ce qu'ils ont fait au pays est incroyable. Ils ont permis à 21 millions de personnes d'entrer dans notre pays. Beaucoup de ces personnes sont des criminels. Ils ont permis, vous avez mentionné le Venezuela, que les prisons du Venezuela soient vidées aux États-Unis. Savez-vous que la criminalité au Venezuela a beaucoup baissé? Beaucoup baissé. Vous savez pourquoi? Parce que leurs criminels vivent maintenant heureux aux États-Unis d'Amérique et nous les faisons sortir. Et j'ai été élu pour les faire sortir et nous les faisons sortir. Selon loi. Nous les faisons sortir rapidement, légalement. Maintenant, dans certains cas, nous avons des juges. Dans certains cas, juges de la gauche radicale. Récemment, un juge protégeait un criminel. C'était horrible. Et je pense qu'elle a de gros problèmes, franchement.
Il y en a quelques-uns comme ça. Je veux parler d'un cas. Nous devons être traités justement, et nous ne sommes pas traités justement. Oh, donc vous dites que vous n'aimez pas certaines décisions, des ordres? Je crois que les décisions seront annulées, oui. Je vous demandais d'un homme et d'un ordre de la Cour. Kilmer, Abrego, Garcia. L'homme salvadorien entrait illégalement dans ce pays, mais sous une ordonnance de protection pour ne pas être renvoyé au Salvador. Votre gouvernement l'a renvoyé au Salvador et a reconnu devant le tribunal que c'était une erreur. Et maintenant, la Cour suprême a confirmé un ordre selon lequel vous devez le ramener, pour faciliter son retour aux États-Unis. Que faites-vous pour vous conformer? Eh bien, l'avocat qui a dit que c'était une erreur était ici depuis longtemps, n'a pas été nommé par nous, n'aurait pas dû dire cela, n'aurait pas dû dire cela. Et juste pour que vous compreniez, la personne dont vous parlez, vous faites passer cette personne pour... C'est un membre du gang MS-13, un dur à cuire, a été dans de nombreux accrochages, a battu sa femme, et la femme était effrayée de parler de lui. Ce n'est pas un innocent, un homme merveilleux. À partir de maintenant, je ne dis pas que c'est un bon gars, il s'agit de l'état de droit. L'ordre de la Cour suprême est venu dans notre pays illégalement. Vous pourriez le prendre, téléphone ici, vous pourriez le décrocher. Vous pourriez appeler le président du Salvador et dire « renvoyez-le immédiatement ». Et s'il était le gentleman que vous dites qu'il est, je le ferais. Mais le tribunal vous a ordonné de faciliter cela. Je ne suis pas qui prend cette décision. Nous avons des avocats de faire cela. Responsabilité stop. Je respecte la loi. Si j'étais président, je le garderais. C'est assez court. Dis qu'est la loi? Écoutez, j'ai été élu pour résoudre un problème c'était une erreur non forcée qui a été commise par un homme très incompétent, un homme qui s'est avéré être incompétent, que vous avez toujours dit être merveilleux, un grand génie, n'est-ce pas? Et maintenant, vous découvrez que tous les médias disent maintenant quelle erreur ils ont faite. Un homme qui était grossièrement incompétent nous a permis d'avoir des frontières ouvertes où des millions de personnes affluent. J'ai fait campagne sur ce sujet. Je ne dirais pas que c'était mon sujet numéro 1, mais c'était assez proche. J'ai fait campagne sur ce sujet. J'ai fait un travail incroyable. J'ai fermé les frontières. Vous ne pouviez pas le faire. C'est vite arrivé. Quand nous avons des meurtriers, nous devons les expulser. Vous choisirez un homme, mais même celui-ci a dit qu'il n'était pas dans un gang. Ils ont regardé, et sur ses jointures, il avait MS-13. Différent, attendez. Attendez une minute. Il avait MS-13 sur ses jointures. Il avait quelques tatouages interprétés ainsi. Attendez une minute, Terry. Il n'avait pas les lettres MS-13. Il est écrit MS-13. C'était Photoshop. Non, laissez-moi juste. C'était Photoshop, Terry. Vous ne pouvez pas faire ça. Il vous donne la chance de votre vie. Vous faites l'interview. Je vous ai choisi parce que je n'avais jamais entendu parler de vous, mais ça va. Je vous ai choisi, Terry. Vous n'êtes pas très gentil. Il avait MS-13 tatoué. Acceptons de ne pas être d'accord. Terry, veux-tu que je te montre la photo? J'ai vu la photo. Eh bien, nous y voilà. Photoshop est là. Regardez sa main. Il avait des tatouages interprétés au « je veux discuter de l'Ukraine ». Non, non, non. Il avait MS. Aussi clair que possible, pas interprété. C'est pourquoi les gens ne croient plus. Les nouvelles, parce que quand il était au Salvador, ils n'y sont pas. Allons-y. Ils n'y sont pas quand il est au Salvador. Ils n'étaient pas là, mais ils y sont maintenant. Non, ils sont sur votre photo. Terry. Ukraine. Il a MS-13 sur ses jointures. D'accord. D'accord. Nous allons jeter un œil. C'est des services. Nous allons voir ça. Pourquoi ne pas simplement dire oui, il le fait passer à autre chose? C'est contesté. Ukraine. À venir, la guerre Russie-Ukraine. N'oubliez pas, il veut paix. Pensez, Vladimir Poutine veut paix. Et cette réunion historique. Le président Trump, les 100 premiers jours, continue. Je veux revenir, j'étais juste à Rome et à cette photo émouvante de vous et du président Zelensky assis à Sainte, Basilique Saint-Pierre parlant de paix. Elle a fait le tour du monde. Entrez dans l'instant. Eh bien, regardez, l'Ukraine est une situation très sérieuse, très difficile. Et c'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre, mais je veux voir si je peux la résoudre. Car probablement, près de 5000 jeunes soldats par semaine sont tués, Russes et Ukrainiens.
Nous dépensons également une somme énorme d'argent en Ukraine. Et l'Europe devrait dépenser beaucoup plus que nous. Ils ne dépensent pas beaucoup moins. Cela a été mal géré par l'administration Biden. Cela a été mal géré de bout en bout, de bout en bout. Le moment était un moment de réconfort, en un sens, parce que un nombre énorme de personnes meurent. Beaucoup de ces gens meurent. Ils sont tués. Et je me sens très mal à ce sujet. Je me sens très mal à ce sujet. Ces guerres n'auraient jamais eu lieu si j'avais été président. Et cela ne s'est pas produit pendant 4 ans, n'a même jamais été envisagé. L'impression que quelque chose arrive. Après cette rencontre avec Zelensky à Saint-Pierre, vous avez posté cela sur les réseaux sociaux. Il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles sur des zones civiles et des villes et villages ces derniers jours. Cela me fait penser que peut-être... Eh bien, c'était dans mon poste, vous avez raison. Il est dit, me fait penser, que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre, il me fait juste traîner. Oui, c'est possible. Peut l'être. Il pourrait me faire traîner un peu. Je dirais que il aimerait arrêter la guerre. Je pense que si ce n'était pas pour moi, je pense qu'il voudrait prendre le contrôle de tout le pays personnellement. J'ai toujours ressenti. Donc, quand je suis parti, il n'y avait même pas une chance que cela se produise. Quand Biden s'est impliqué, je ne dirais pas s'il l'a géré correctement ou non, mais évidemment ce n'était pas bon parce que la guerre a commencé. Poutine est entré, la guerre a commencé. Poutine voulait prendre toute l'Ukraine en entrant. Une partie de la raison pourquoi il est entré, c'est qu'il a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Milley et tous ces gars ont géré cela de manière incompétente. C'était l'une des plus grandes humiliations de notre vie, mais peut-être dans l'histoire de notre pays. D'accord. Donc Poutine est entré. Je pense que Poutine voulait toute l'Ukraine. Je pense que si je n'avais pas gagné l'élection, il aurait pris toute l'Ukraine. Je crois qu'il aurait pris l'Ukraine. Je pense que son premier choix, jamais avec moi, il ne serait jamais entré. Avec ce groupe de perdants, il est entré, il a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Il a dit, c'est ma chance. C'était toujours la prunelle de ses yeux. L'Ukraine était précieuse pour lui. Je pense qu'il voulait tout le pays. Vous l'avez dit. Et grâce à moi, je crois vraiment qu'il est prêt à arrêter les combats. N'oubliez pas, il veut. Vous pensez que Vladimir Poutine veut la paix? Je pense qu'il le fait. Même avec la pluie de missiles, je pense qu'il est vraiment à lui. Son rêve était de prendre le contrôle de tout le pays. Je pense qu'à cause de moi, il ne va peut-être pas le faire. Est-ce que tu lui fais confiance? Je ne vous fais pas confiance, je ne vous fais pas confiance. Regardez-vous, vous arrivez tout prêt à en découdre? Vous êtes si heureux de faire l'interview et vous commencez à m'attaquer avec de fausses questions, a-t-il dit. Dites-moi qu'un gars dont la main est couverte d'un tatouage n'a pas de tatouage. Vous avez été malhonnête. Non. Non, je ne le suis pas, donc je fais confiance. Je ne fais pas confiance à beaucoup de gens, mais je pense qu'ici, disons qu'il me respecte et je crois que c'est grâce à moi. Il ne va pas prendre le contrôle de tout, mais sa décision, son choix, serait de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle a eu lieu à cause de personnes incompétentes. Dernière question à ce sujet, mais elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Si pas d'accord, paix-USA couperont aide militaire Ukraine. Je ne vais pas vous dire si je le ferai ou non. Je ne veux pas laisser un secret car je ne veux pas ruiner une négociation. Mais je serais inquiet si j'étais vous. Je n'étais pas content quand j'ai vu Poutine tirer des missiles sur quelques villes et cités. Et ce n'était pas quelque chose que j'aime voir. Et j'ai pensé que c'était inapproprié. Mais je pense que toute la guerre est inappropriée. C'est une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est une guerre que si l'élection n'avait pas été truquée, vous n'auriez pas eu l'embarras de l'Afghanistan. Vous n'auriez pas eu le 7 octobre avec Israël. Vous n'auriez aucun des problèmes que vous avez en ce moment. Et vous n'auriez pas eu d'inflation non plus. Très bien. Je veux poser une question sur le secrétaire à la Défense Peter Hegseth. Il y a beaucoup de troubles au Pentagone en ce moment. Il y a le chat signal avec sa femme dessus, où il discute de cette attaque au Yémen. Un autre chat signal sur l'attaque au Yémen, un journaliste impliqué. Vous avez dit l'autre jour que vous aviez eu une discussion avec le secrétaire. L'avez-vous réprimandé? J'ai eu une discussion avec lui. Peu importe ce que j'ai dit, je ne serai pas enclin à vous le dire. Mais nous avons eu une bonne discussion. C'est un gars talentueux. Il est jeune, intelligent, très éduqué. Et je pense qu'il va être un très bon ministre de la Défense. J'espère un excellent ministre de la Défense. Mais il sera un très bon ministre de la Défense. 100% confiance en Poutine? Je n'ai pas 100% de confiance en quoi que ce soit. D'accord? En quoi que ce soit.
Est-ce que j'ai 100%? C'est une question stupide. Regardez, C'est une position assez importante. vous n'avez pas 100%. Seul un menteur dirait avoir 100% de confiance. Je n'ai pas 100% de confiance que nous allons terminer cette interview. Nous, À venir, le président Trump sur Elon Musk et Doge. Doge est-il allé trop loin, vite, imprudemment? Le président Trump, les 100 premiers jours continuent. Elon Musk et Doge, tout le monde sait qu'il y a des dépenses gouvernementales inutiles. C'est vraiment important. Mais les coupes ont eu des conséquences graves. Il y a eu des coupes dans les programmes d'aide étrangère qui sauvent des vies et maintiennent des gens en vie à l'étranger. Il y a eu des recherches aux instituts nationaux de la santé arrêtées. La question est-ce que Doge est allé trop loin, trop vite, trop imprudent? Non, je pense que Doge a permis d'économiser 150 milliards de dollars, milliards que nous avons économisés. Il y a aussi beaucoup de choses actuellement sous enquête, ce qui va augmenter ce montant significativement. C'est une somme d'argent énorme. Il y a des choses que, quand j'en ai entendu parler, je les ai remises. Il y a des choses que j'envisage actuellement de remettre. Mais nous avons économisé des centaines de milliards de dollars. 2 trillions, puis 1 trillion, 150 milliards, et ça baisse. Parce que nous avons des choses. Nous avons également découvert gaspillage, fraude et abus. Nous avons trouvé des fraudes. Des choses frauduleuses se produisaient. Nous avons mis fin. Ces personnes souffriront. Note légale. Fraude et crime. Pas de transmission au ministère de la Justice. Vous ne savez pas ça, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Y a-t-il eu des transmissions? Pourquoi savons-nous qu'il n'y a pas eu de transmission exactement? Il n'y a pas eu d'enquête du ministère de la Justice. Je vous pose la question, monsieur. Non, posez pas question. Je pose la question. C'était une déclaration faite. En a-t-il eu? Donc, il y a eu des transmissions pour fraude des travailleurs. Regardez ces choses survenues. Des millions de dollars ont été donnés à des gens, sans aucune raison. Bien sûr qu'il y en a eu. Je vais aborder ce qui est vraiment, pour beaucoup de gens, l'une des plus grandes réalisations de votre premier mandat. C'est l'opération Warp Speed. Vous avez lancé et distribué le vaccin contre le COVID. Beaucoup de gens l'ont pris. Beaucoup disent que ça leur a sauvé la vie. Nous avons cette épidémie de rougeole la plus grande en 10 ans au Texas. Et c'est parce que les gens ne font pas vacciner leurs enfants. Recommandez-vous aux parents de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole? Eh bien, je recommande au gouverneur de prendre les décisions. Vous avez un gouverneur très talentueux au Texas et il prend des décisions. Et ces décisions vont être prises rapidement. C'est une chose très différente de la COVID en termes de rapidité et d'autres aspects. La rougeole est avec nous depuis longtemps et je ne dis pas que c'est bien, mal ou indifférent. Je dis juste que les gouverneurs prennent la décision. C'est une décision fédéraliste. Le président est notre leader et votre voix compte tellement. Et vous ne pouvez pas dire aux mamans et aux papas. C'est une bonne chose. Est-ce que je le recommande? Le fait. D'accord, j'ai compris. Est-ce que je l'impose? Non. Non. Mais je le recommande. Vous, et je l'ai recommandé. Pensez-vous que le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., connu pour son scepticisme envers les vaccins, recommande le vaccin contre la rougeole? Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a recommandé. Oui, il l'a fait. Il était satisfait, sien. Je veux dire, il était réactif à recommander qu'ils aillent se faire vacciner. Jour devant, je demande la justification pour s'en prendre aux gens que vous n'aimez pas. Le président Trump, les 100 premiers jours continuent. Je veux parler un peu de le pouvoir présidentiel, les pouvoirs que vous avez à la présidence, temporairement, que le peuple américain vous a donné, n'est-ce pas? Vous avez révoqué les habilitations de sécurité de beaucoup de gens. Vous avez révoqué les détails de sécurité des personnes qui sont encore menacées de mort. Vous vous en êtes pris à des cabinets d'avocats parce qu'ils ont employé des personnes que vous n'aimez pas. Ils ont accepté car ils m'ont bien payé. La raison pour laquelle ils ont accepté, c'est parce que vous menaciez de détruire leur entreprise. Votre décret interdit de représenter des clients. Grands garçons, puissants avocats,
pas facilement intimidé. Vous avez beaucoup de leviers en tant que président. Vous avez le contrôle. Ils ont payé des centaines de millions de dollars parce que ils ont senti qu'ils ont fait une erreur. C'était pour survivre? Non pas. Vous ne remettez pas en question. Ces cabinets sont des cabinets très puissants et il y en a 15. Et ce sont des cabinets qui probablement, regardez, vous devez leur demander. En fait, c'est une histoire à part. Vous devez leur demander pourquoi avez-vous tous payé des centaines de millions de dollars à Trump pour des services. Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne sais pas. Vous pensez pas? Nous avons une clause dans le contrat qui dit que nous n'admettions aucune faute. Je suis en bons termes avec ces cabinets. Mais vous savez, ce sont les cabinets les plus puissants du monde et ils ont juste signé tout ce que je leur ai mis devant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis moi-même surpris, mais ils ont senti qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont signé. Je suppose que la question qui en découle est la préoccupation que les gens ont. Utilisez-vous vos pouvoirs en tant que président pour vous venger personnellement? Non. Je vais vous dire une chose. Vous ne demandez vraiment pas et vous devriez demander. Il n'y a jamais eu de président dans ce pays, dans l'histoire, qui a été persécuté comme j'ai été persécuté par des gens vraiment corrompus, malhonnêtes, horribles. Et cela a été prouvé. Donc, quand vous dites que je traite les gens durement, je ne traite pas les gens durement. J'ai été traité pire que tout président du pays. Peut-être que c'est ça. Enfin, nous avons, vous savez, il quitte la ville. Voilà l'hélicoptère. Et puis, je suis revenu. Et je suis revenu parce que j'ai un soutien énorme. Vous savez, quand vous gagnez une élection comme je l'ai gagnée, et vous admettrez, j'ai gagné les 7 États clés, j'ai gagné le vote populaire, j'ai gagné 700 d'entre eux. Voyons voir, 2750 districts comparés à 500 districts. C'est pourquoi la carte est toute rouge. Et ces gens pensent que j'ai été traité injustement. Mais avez-vous le droit d'attaquer vos adversaires politiques avec ces pouvoirs publics? Je m'en prends à tout le monde. Je fais. Hey, Biden m'a fait quelque chose et j'ai fait quelque chose à Biden. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il est incompétent. Voire des informations confidentielles. Mais qu'en est-il de 71? Voici un homme qui a utilisé un stylo automatique pour signer des documents très importants. Alors, qui est-ce? Pensez-vous qu'il savait qu'ils utilisaient un stylo automatique? Il a utilisé un stylo automatique pour signer des documents cruciaux. Ce sont vraiment les questions que vous devriez poser. Stylo auto? Manip? Le stylo auto? Parce que, qui que soit cette personne, pensez-y, qui a utilisé le stylo, c'était le président des États-Unis. Vous êtes le président, non. Biden en savait quoi que ce soit. D'accord. Mettez le président maintenant. Et je demande, la justification pour s'en prendre aux gens que vous n'aimez pas? Des gens que je pense être malhonnêtes, je ne les connais pas. C'est... Non, ce n'est pas de la colère. Ce sont des gens que je pense être très malhonnêtes. Je ne pense pas qu'ils méritent d'avoir accès à des informations top secrètes. Je pense que c'est bien. Et Biden a fait cela avec beaucoup de nos gens. Mais quand vous regardez cela, ce sont des gens que je ne pense pas être dignes. C'est ma décision. Ce n'est pas une question de colère. D'accord. Je comprends que vous venez d'avoir un appel téléphonique avec un nouveau Premier ministre canadien. Ils viennent d'avoir l'élection. Vous étiez un grand sujet dans celle-ci. Et les Canadiens, beaucoup d'entre eux sont vraiment en colère, furieux à propos de vos propos. Nous allons prendre le contrôle du Canada, il va devenir le 51e État. Et c'est un peu dans la continuité, beaucoup de voyages vers les États-Unis depuis le monde entier ont diminué. On a l'impression qu'il y a eu des dommages à la réputation. Ça va très bien. Les prix sont en baisse. Ah, le tourisme. L'essence est en baisse. L'énergie est en baisse. Le tourisme va augmenter. Vu le chiffre de tourisme en forte hausse, maintenant, le Canada. Le tourisme se porte très bien. Nous nous en sortons très bien. Voir les vrais chiffres qui sortiront dans environ 6 mois, voir les chiffres. Pensez-vous, je vais vous demander, si je puis me permettre, pensez-vous que la réputation des États-Unis a baissé sous votre présence? Elle a accru. Nous sommes à nouveau un pays respecté. Nous avions un président qui ne pouvait pas monter, ne pouvait pas descendre, ne pouvait pas traverser. Nous avions un président qui était incompétent.
Vous le saviez, car vous êtes fake news. D'accord, merci. Et ABC est parmi les pires, être franc. Merci pour l'opinion, mais plus important, merci. J'ai une question de plus. Une grande question que beaucoup de gens se posent. Que répondez-vous aux personnes qui s'inquiètent que vous preniez trop de pouvoir et deveniez un président autoritaire jamais avant? Non, je détesterais qu'ils pensent cela. Je fais une chose, je rends à l'Amérique sa grandeur. Nous avons un pays qui était en échec. Nous avons un pays ignoré. Nous avions un leader incompétent. Il n'aurait jamais dû être là. L'élection a été truquée. Notre pays a souffert et maintenant il revient incroyablement. Ils adorent ça. Notre pays revient et nous sommes à nouveau respectés. Président, merci. Merci Terry, beaucoup.